Après le massacre des Morlocks par les sinistres maraudeurs dans les égouts, les survivants de cette communauté mutante souterraine se sont dispersés entre l'Institut Xavier et les tunnels clandestins de New York. Certains, comme Mask, sont devenus plus dangereux que jamais, rendus fous par le chagrin et la douleur de la perte de ses camarades et sa propre impuissance. Il en est un autre qui souffre sans cesse depuis ces tragiques événements. Warren Worthington III, dit Angel, membre fondateur des X-Men et aujourd'hui propriétaire de Factor X, cette fausse équipe de chasseurs de mutants dont le véritable but est d'offrir un foyer et le moyen de contrôler leur pouvoir à tous ceux qui en ont besoin. Warren a perdu l'usage de ses magnifiques ailes dans les tunnels des Morlocks, cruellement harponné par les responsables de la tuerie. Désormais alité, il souffre sans discontinuer au point que sa lucidité en est affectée. Atteint de gangrène, ce n'est qu'une question de semaines avant qu'il ne trépasse, à moins qu'on l'ampute de ce qu'il reste de ses ailes. Cette décision, personne ne veut la prendre pour lui, aucun de ses amis ne saurait s'y résoudre, et pourtant il faut bien faire quelque chose pour empêcher la maladie de l'emporter. De plus en plus mal psychologiquement parlant, Warren ne cesse de se lamenter et d'appeler la mort de ses vœux. Ce sont ses délires, plus encore que sa maladie, qui vont convaincre les ayants droit de sa fondation de le déclarer irresponsable et d'ordonner son amputation, à la grande horreur des autres membres de Factor X. Désormais rien moins qu'un simple humain, mutant sans pouvoir, Warren met en œuvre son tout dernier projet avant de disparaître subitement, embarquant dans un avion privé de sa compagnie pour se faire exploser en vol et mourir dans les cieux comme il l'a toujours voulu. Terrassé et horrifié par son suicide, ses confrères de Factor X ne parviennent pas à s'en remettre et les choses commencent à déraper dans les locaux de l'organisation à mesure que les adultes perdent leur sang-froid et que les jeunes mutants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Toutefois, de ce malheur, quelque chose de bon sortira, car les jeunes mutants comme Rusty ou Skids vont apprendre par eux-mêmes à mieux contrôler leur pouvoir et devenir naturellement des exemples à suivre pour les autres dans la même situation. Quant aux adultes, ils ont leurs propres problèmes à régler, Scott notamment qui ne cesse d'être harcelé par des hallucinations lui faisant revivre la mort de Jean en tant que Phénix, la perte soudaine de Madeleine Prior et de leur fils, ou encore le récent suicide de son ami Angel. À bout de patience et de force, Scott décide de tout plaquer une fois de plus et se rend seul en Alaska pour retrouver la trace de sa femme et de son enfant, mais tout cela n'aboutira qu'à une terrible découverte, le corps de Madeleine, morte noyée, tandis que le bébé semble bien avoir totalement disparu, y compris des registres et journaux officiels. Fou de chagrin et de rage, Scott va pourtant devoir se montrer plus fort que jamais car il est soudain pris en chasse par le Moule Initial, une ancienne sentinelle devenue indépendante et nourrissant une haine farouche pour les mutants et l'ensemble de l'humanité par extension délirante. Après sa victoire de justesse, Scott rentre à New York où les choses ont encore dérapé un peu plus. Un nouveau jeune est accueilli dans les locaux de Factor X après une mission des plus risquées à San Francisco pour le tirer des griffes d'une milice anti-mutant, mais il ne maîtrise absolument pas son pouvoir sismique et risque de faire des blessés tout autour de lui à chaque instant. Les visions de Scott s'aggravent encore avec ce qu'il vient de découvrir en Alaska, et Jean décide de mettre un terme à sa folie pour de bon en le confrontant une bonne fois pour toutes sur ses souvenirs d'elle et ses désirs profonds concernant le Phénix. Après un duel de pouvoir assez rude, les deux amants d'antan finissent par se réconcilier devant l'urgence. New York sombrant chaque jour un peu plus dans la paranoïa et la crainte des mutants, savamment alimentés par Cameron Hodge, le responsable de la communication de Factor X. Ces campagnes publicitaires agressives choquent tout le monde et montent l'opinion publique à la fois contre les mutants et contre l'équipe de Factor X, que les citoyens accusent maintenant de ne pas en faire assez pour les protéger de la menace mutante. C'est dans ces circonstances qu'un nouveau joueur entre dans la partie. Après avoir observé la ville depuis sa forteresse volante invisible et indétectable, Apocalypse décide enfin de lancer ses cavaliers à l'assaut de Factor X, afin de déterminer quels seront les plus forts et donc selon lui les plus méritants pour s'emparer de la Terre ensuite. Hank est gravement atteint par une touche de pestilence et les pouvoirs de Bobby semblent hors de contrôle depuis son récent séjour en Asgard, autant dire que l'équipe des héros n'emmène pas large. Ils parviendront cependant à l'emporter de justesse grâce à la cohésion de leur travail d'équipe, mais Apocalypse a conservé un atout dans sa manche qu'il va bientôt se décider à révéler. Juste après, Cameron Hodge révèle son vrai visage à la lecture du testament de Warren devant ses proches et ses amis. Toute la fortune d'Angel revient à Factor X comme il le souhaitait, mais l'entreprise est mise sous la tutelle de Hodge, ce qui le rend de fait détenteur de ladite fortune et libre de l'employer pour accentuer encore davantage la folie anti-mutant qui règne en ville et dans le pays. Choqués, les membres de l'équipe démissionnent tous, mais sont aussitôt attaqués par des hommes en armure souriante qui disent agir pour la liberté des mutants, mais ne sont en réalité que des commandos aux ordres de Cameron Hodge pour alimenter la paranoïa des foules. Après une autre attaque, cette fois-ci dans les locaux de Factor X, les commandos en armure repartent en enlevant les jeunes mutants, laissant seulement Caliban derrière eux pour témoigner de ce qu'il a vu et n'a pu empêcher. Tous les mutants valides se lancent immédiatement à la poursuite des ravisseurs jusque dans un autre état, où un conflit des plus violents est déclenché par leur arrivée. Hodge réussira à s'en sortir en faisant diversion avec un robot attaquant Scott sur ses points faibles, quand de leur côté les pouvoirs de Hank et de Bobby dégénèrent de plus en plus, les rendant dangereux pour eux-mêmes et pour l'équipe. Mais l'exemple de leur alliance contre vents et marées aura suffisamment inspiré les jeunes mutants qui s'unissent alors eux aussi pour sauver leurs aînés, et tout le monde repartira finalement au complet. De terribles questions restent néanmoins, comme la véritable ampleur de l'organisation de Hodge et son but final, tandis qu'Apocalypse, ayant assisté de loin à tous les récents événements, se décide enfin à déployer toute sa puissance sur le terrain. L'avenir immédiat est des plus sombres.
De très nombreuses intrigues sont présentées et orchestrées dans cette seconde année d'existence de X-Factor par le couple Simonson, Louise au scénario et Walter au dessin, dans un style très bavard qui rend la lecture plutôt lente par rapport à nos standards actuels. Ça n'en reste pas moins de qualité dans la droite ligne des récits de Claremont et même de Lee et Kirby en leur temps. Même si quelques défauts majeurs peuvent être facilement trouvés et soulevés, comme le fait que Scott et Warren passent véritablement tout leur temps à s'apitoyer et à se plaindre du reste du monde, pour Warren c'est compréhensible étant donné son état physique et sa détresse, mais Scott passe vraiment pour un pleurnichard égoïste qui évidemment ne sera même pas présent au moment où son ami souffrant aurait tant eu besoin de ses conseils, tout en faisant souffrir Jean en la comparant sans cesse à ceux et celles qu'elle n'est pas. Alors oui, le style des époux Simonson a ses failles et se perd très souvent dans d'inutiles répétitions pour être bien certain que les lecteurs puissent tout suivre et tout comprendre, mais ça reste un classique du genre et malgré ce petit côté un peu vieillot même pour 1987, la série demeure un élément essentiel du monde mutant chez Marvel, à tel point que c'est dans ces pages que se révèle le prochain grand adversaire, Apocalypse, enfin prêt à sortir de l'ombre et à lancer sa guerre totale. Nous suivrons également ces événements dans les tomes à venir, avec des répercussions annoncées sur l'ensemble des séries mutantes de l'éditeur. Comme nous avons déjà pu le constater pour les intégrales X-Men de cette même période, l'année 1987 est surtout une année de transition entre deux grands projets des auteurs et artistes sur les séries, et il faut donc remplir le plus possible pour ne pas perdre le lectorat avant que la partie ne commence véritablement. Ce qui peut aussi expliquer le côté verbeux et bavard de l'écriture de Louise Simonson, ou les errances de Chris Claremont de son côté. C'est assez dommage finalement de se dire que toute une année éditoriale n'aura servi à pas grand chose à part nous faire patienter avant le grand événement majeur à venir, mais c'est aussi comme ça dans la vie réelle, tout n'est pas toujours aussi intense et immédiat, il faut savoir prendre son mal en patience et attendre. La qualité sera, n'en doutons pas, au rendez-vous elle aussi en 1988. Et puis, en jetant un regard d'ensemble sur ce que l'on vient de lire dans cette intégrale X-Factor, de grands bouleversements ont déjà été amorcés. La relation entre Jean et Scott tourne au vinaigre alors que Cyclope est hanté par ses propres fantômes, réels ou non, et l'on vient tout de même d'assister au suicide d'un membre fondateur et on ne peut plus symbolique des X-Men de la première heure, ce sans que rien ne soit dissimulé aux lecteurs de l'époque comme de maintenant. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est déjà bien chargé comme ça, et dire que le pire reste à venir.